Comment différencier les besoins du moi et les besoins de l'être, de l'essence? Est-ce qu'il est nécessaire de satisfaire les besoins du moi? Comment s'y retrouver entre les deux? Je distingue sur ce canal la notion de double nature de l'être humain, la nature essentielle, réelle, divine, céleste, notre nature véritable, et la personnalité, notre nature personnelle, le moi, l'identité factice, le faux self, qui a pris la place de mon être réel, de mon être intérieur. Est-ce que je dois renier les besoins de ce faux moi pour accéder au moi supérieur? Nous verrons que c'est une mauvaise idée et nous verrons pourquoi. Et nous verrons dans cette vidéo comment distinguer ces deux besoins et comment choisir ce que nous voulons nourrir en nous. Bonjour tout le monde. Une vidéo par rapport à une question qu'on m'a posée, puisque dans un groupe de travail, où il est question de passer de l'œuvre au noir à l'œuvre au blanc, du travail sur les zones d'ombre, sur les émotions réprimées, refoulées, sur les blessures, tout ce qui peut faire obstacle à une pratique spirituelle, initiatique, authentique, mais qui peut nous faire tomber dans ce que j'appelle le développement personnel ou un processus thérapeutique, uniquement thérapeutique. J'ai déjà expliqué que ce sont deux natures opposées. Mais je ne peux pas renier ma nature humaine en prétendant me relier à ma nature divine. C'est une illusion. Tout ce qui n'a pas été digéré en moi fera obstacle. En termes de quatrième voie, on dit de toute façon que nous sommes constitués de trois centres, le centre moteur, le centre émotionnel, le centre intellectuel. C'est la trilogie, le ternaire, corps, âme, esprit. Le corps est le centre du mouvement et des sensations, par extension, si on inclut le centre instinctif. On parle alors de centre instinctivo-moteur, le centre du ressenti, l'émotion, le besoin de relation avec les autres, et le centre de la pensée, et de l'attention, et de la perception. Nos centres sont désorganisés. Un des centres est hypertrophié, et dans la tradition de l'énagramme, c'est comme ça qu'on sépare l'humanité en trois grands types. On parle de centre instinctif, de type plutôt image ou ressenti, et de type plutôt mentaux, intellectuel, centre de la pensée. J'ai expliqué qu'en fait, ce sont plutôt les instincts qui déterminent ces trois grands groupes, dont les centres ne sont que des modalités de fonctionnement. Et donc, nous percevons la réalité et nous interagissons avec elle à travers un filtre qu'on peut appeler le mental. Mais le fait que ce mental perdure et que ce filtre non seulement perdure, mais devienne de plus en plus fin et de plus en plus malin dans la manière de me faire prendre des vessies pour des lanternes, crée une forme de superstructure qu'on appelle ego, qui est une substitution de ma conscience véritable, qui en est une imitation, et qui est le fruit du mental et qui en même temps utilise le mental pour m'amener à percevoir la réalité de manière totalement illusoire. À partir d'un centre en particulier, un deuxième centre est possiblement utilisé et vient simplement nourrir le premier centre, et le troisième centre est en général atrophié ou réprimé. Je ne peux pas accéder à un éveil intérieur réel et durable si la machine de base n'est pas correctement organisée. Si j'ai un centre qui domine tous les autres et qui domine toute ma perception du réel, tout mon mode de fonctionnement, mon mode de relation aux autres, et qui en plus est basé sur une compulsion. Il y a 9 grandes compulsions qui nous donnent 9 types de fixation de la conscience dans un ego. C'est ça les néatypes. C'est la manière dont ma conscience s'est rigidifiée, enfermée, rétractée et fixée dans un ego, un faux sens de soi, une imitation de la conscience
qui est basé sur une compulsion qui m'oblige à entrer dans des croyances, des émotions, des tendances émotionnelles et des tendances instinctives qui m'enferment dans des schémas. Donc, M. Gurdjieff, le fondateur de la quatrième voie, disait clairement, nous ne pouvons pas passer à ce qu'il appelle l'homme numéro 4, l'homme au sens neutre, être humain, homme ou femme. On ne peut pas passer de l'homme numéro 1, 2, 3, homme au sens neutre, homme ou femme, c'est-à-dire l'homme numéro 1, celui dont le centre moteur est hypertrophié et qui perçoit le monde à partir du centre instinctivo-moteur. L'homme numéro 2, celui dont le centre émotionnel est hypertrophié. Homme ou femme numéro 3, dont le centre intellectuel est hypertrophié et dont toute la réalité est perçue à partir de ce centre. Donc on ne peut pas passer de l'homme numéro 1, 2, 3 à l'homme numéro 5, c'est l'homme qui est déjà en phase de réalisation, en voie de réalisation, dont le maître intérieur, dont l'essence s'est réveillée et prend le contrôle de l'organisme. Donc on ne peut pas passer, je répète, de l'homme numéro 1, 2, 3 à l'homme numéro 5, femme, sans passer par le numéro 4. Le 4, c'est la personne dont les trois centres sont harmonieusement développés, équilibrés et fonctionnent ensemble, dont les liaisons sont reconnectées. C'est l'image de l'attelage. Je l'ai déjà prise plusieurs fois. Un attelage, un fiacre est composé d'une voiture, d'un cheval, de 2 chevaux, peu importe, et d'un cocher. Le problème, c'est que la voiture est mal entretenue. Elle est faite pour rouler sur des routes cabossées qui viennent permettre aux engrenages d'être naturellement huilés. Or, elle roule uniquement sur des routes très lisses. Donc, les mécanismes s'usent. La voiture n'est pas faite pour ça. Le cheval n'est pas éduqué, il n'est pas soigné, il est mal nourri. Il va là où il a envie d'aller. S'il a peur, il fuit. S'il est attiré par quelqu'un qui lui donne des sucreries ou des friandises, il va dans cette direction. Il ne suit pas les ordres du cocher. Le cocher ne parle pas la langue des chevaux, il ne sait pas s'occuper des chevaux, il ne connaît pas la voiture, il ne comprend pas les chevaux, il ne connaît pas la voiture et ses mécanismes, il ne sait pas sur quel type de route elle doit rouler et comment l'entretenir. Et il ne parle même pas le langage du maître qui est dans l'attelage. L'attelage est au service du maître. Et le cocher est assoupi. Peut-être le pire de tout, c'est qu'il est endormi la plupart du temps. Il ne se réveille que ponctuellement lorsque l'ensemble, l'attelage, rencontre un obstacle, un choc sur sa route, qui nécessite son attention. Et donc le maître, dans cet attelage, qui ne va nulle part, s'est absenté, le maître est parti. Et cet attelage est à la merci de nombreux passagers clandestins qui prennent le contrôle de l'attelage. Ce sont nos schémas, nos compulsions, nos mécanismes inconscients. Puisque le maître n'est pas là, les mécanismes inconscients, les compulsions prennent la place du maître, se prennent pour un je, se prennent pour moi. Je crois que ces mécanismes sont moi, sauf qu'ils sont nombreux, même s'ils tournent autour d'une compulsion fondamentale. Et je ne me rends pas compte que je suis divisé à l'intérieur et que je ne fais que me convaincre que chaque mécanisme est moi et que j'ai décidé de faire ça en toute conscience et que en réalité mon attention est complètement endormie. C'est le cocher. Le cocher, c'est le centre intellectuel. Il dort parce que mon attention est assoupie. Je ne suis pas pleinement présent à moi-même quand je fonctionne dans le monde. Sauf si un choc apparaît et d'un seul coup me réveille de ma torpeur. Mais très vite, je retombe dans l'assoupissement. Le cheval ou les chevaux, c'est le centre émotionnel. La voiture, c'est le centre moteur. Je ne peux pas aller dans une direction correcte tant que cet attelage n'est pas réorganisé, que la voiture n'est pas bien entretenue, que le cheval n'est pas bien nourri, éduqué, que le cocher comprend la voiture et comprend le cheval et comprend le langage du maître. Alors seulement, lorsque tout a été réorganisé et réharmonisé, et les liaisons entre le cocher et la voiture et le centre émotionnel sont rétablies, le maître peut revenir. Les passagers clandestins vont sortir. Je vais devoir faire sortir ces passagers clandestins pour permettre au maître de revenir. Le maître, c'est l'essence, c'est mon moi réel. Donc, quelque part, c'est déjà un élément de réponse. S'occuper des besoins du moi, c'est déjà quelque part posséder, si je puis dire, une personnalité harmonieuse,
un moi harmonieux. Je distingue la personnalité de l'ego. La personnalité est une construction dont j'ai besoin pour interagir. L'ego est un usurpateur qui me fait croire que je suis cette personnalité, qui a besoin que je m'identifie à cette personnalité. Persona, en latin, ça veut dire masque. J'ai besoin d'avoir un masque, j'ai besoin de construire cette personnalité par l'éducation pour pouvoir interagir dans le monde. Et parce que sans la personnalité, le maître intérieur ne peut pas agir dans le monde, parce qu'il ne fait que rayonner, il ne fait que informer, envoyer ses informations, envoyer quelque part sa guidance, son impulsion. Mais il a besoin que j'ai créé cette structure, cette construction psychique, mentale, qu'on appelle personnalité. L'ego, par le fruit du mental, comme j'ai dit, vient s'interposer et vient m'obliger à rester identifié à cette personnalité et à oublier définitivement que je suis bien autre chose, au-delà de cette personnalité, au-delà de mon type 9, 8, 1, 7, peu importe. L'énéatype décrit la compulsion, l'enfermement dans un ego. Je ne suis pas l'énéatype. Je suis dans cet énéatype pour une raison qui est plus profonde, mais je ne suis pas l'énéatype. J'ai besoin de comprendre le fonctionnement de l'énéatype pour pouvoir m'en libérer, pour que ma conscience puisse s'extraire de cette prison dans laquelle je l'ai enfermée, à cause des influences extérieures. Je vous renvoie aux vidéos, notamment les raisons de la perte de contact avec ma vraie nature, la première vidéo, les raisons normales, et la deuxième vidéo, les raisons anormales. Pour comprendre ce mécanisme de perte de contact avec mon identité réelle et d'identification, de plongée de ma conscience qui s'enferme dans un faux moi rétracté, alors que mon moi réel est vaste et expansé, ma conscience est expansée, mais elle s'est rétractée dans une fixation. C'est pourquoi on parle de fixation. Ma conscience est fluide et expansée, elle s'est enfermée et fixée dans une compulsion pour maintenir un faux sens de l'identité. Donc la tentation est grande de renier tout ce qui concerne la personnalité pour ne s'occuper que de l'essence. Mais c'est une grosse erreur. C'est une erreur. Parce que j'ai besoin de la personnalité, elle est le terreau du développement de mon essence. J'entends certains auteurs énagrammes qui disent qu'on n'a pas besoin de développer la conscience, qu'elle est déjà développée. Oui et non. Je l'ai expliqué, nous incarnons dans ce monde et nous obéissons alors aux lois. Notre essence est un embryon d'âme que nous devons faire grandir, que nous sommes venus pour faire grandir. Dans l'absolu, elle est déjà complète, mais dans le relatif, j'ai besoin qu'elle s'intègre dans tous les aspects de mon organisme parce qu'il y a une transformation de nature alchimique qui s'opère au sein de ce corps physique que j'habite, mais qui ne peut pas s'opérer si le mental récupère toute cette énergie pour nourrir son propre fonctionnement, si l'ego récupère toute cette énergie pour sauvegarder son identité. Je ne peux pas laisser ce processus alchimique opérer. Et il a besoin de mon travail volontaire, de mon travail conscient. Donc j'ai besoin de cette personnalité. Le problème n'est pas la personnalité, le problème est l'identification à la personnalité. La personnalité est un outil, c'est le terreau du développement de ma conscience de moi-même. Sinon, je suis dans l'essence, de manière impersonnelle, mais je n'ai pas conscience d'être. Je ne suis pas conscient que je suis. L'enfant est dans l'essence, mais il n'a pas conscience. J'ai besoin de perdre ce paradis intérieur parce que j'en ai pas conscience. Je vis au paradis sans en avoir conscience. Je chute, je tombe dans la dualité, la matière, on pourrait dire, dans l'identification, dans l'oubli de ce paradis intérieur. Et donc, je vais aspirer à le retrouver. Mon ego va détourner cette aspiration pour la projeter dans les désirs mondains, désirs de réussite personnelle, professionnelle, familiale, conjugale, tous les désirs de la vie ordinaire ne sont que la projection d'un désir plus fondamental, d'un désir primordial, qui est le désir de se relier à soi-même, de retrouver sa vraie nature. C'est le seul désir primordial dont tous les autres désirs ne sont que des projections, des déviations dans le monde extérieur, dans le monde de la personnalité, même si je recherche un développement personnel. Ça n'est pas une reliance avec ma véritable nature. Donc j'ai besoin de m'occuper de la personnalité, de réorganiser ses centres. Si je bâtis ce travail intérieur sur une personnalité qui est bancale, elle va me rattraper. L'ego va me rattraper parce que j'aurai des failles et la moindre faille va être utilisée par l'ego. Il va s'insinuer pour récupérer mon travail et me faire dévier
de mon objectif initial, tout en me faisant croire que j'évolue. Donc j'ai besoin d'avoir les bases solides, la fondation doit être solide pour que la maison puisse être construite. La maison construite sur du sable va s'effondrer. Une maison construite sur du roc va tenir. Ce sont les paroles de Jésus. Swami Pragnanpa, dont j'ai déjà parlé, disait « On ne peut pas passer de l'anormal au supranormal sans passer par le normal. » Donc j'ai besoin de m'occuper de la personnalité, sinon c'est elle qui va s'occuper de moi. J'ai besoin de mettre à jour tous ces fonctionnements pour pouvoir m'en extraire. À partir du moment où je ne suis pas conscient d'un phénomène, il me manipule. Quand je commence à être conscient d'un phénomène, quelque part, j'en suis déjà libéré, même si je ne me rends pas compte. Je vois ce micro que vous ne voyez pas. Si je peux voir ce micro, je ne suis pas ce micro. Si j'étais ce micro, je ne pourrais pas voir le micro. Si je peux voir mes sensations, avoir conscience de mes sensations, de mes émotions, de mes pensées, de mes croyances, c'est que je ne suis pas ces sensations, ces émotions, ces croyances, ces pensées, etc. À partir du moment où je commence à observer un phénomène, ma conscience commence à s'en extraire. Elle se désidentifie. Même une expérience spirituelle, j'en ai conscience, ça n'est pas l'éveil, ça n'est pas mon être réel. Tout ce qui peut être perçu n'est pas moi. Ça donne une piste sur ce qui peut être moi. Mais j'ai besoin de le réaliser, pas de l'entendre. Nombreux sont les gens sur YouTube qui nous parlent de non-dualité, qui nous parlent de conscience, mais qui parlent à partir de cet espace-là. Ils ne parlent pas à partir d'un espace profond, donc ça n'alimente que ce même espace chez nous. Ça ne vient pas nourrir un espace plus profond. Quel est le besoin le plus profond de mon être? Quelque part, c'est l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est de l'attention. Un enfant, si je lui dis que je l'aime, mais que je suis toujours occupé et que je ne lui accorde jamais d'attention, il ne peut pas se sentir aimé. L'amour que je lui porte va être ressenti par lui selon l'attention que je lui porte. À lui, à ce qu'il me dit, à ses besoins, à ce qu'il vit. Mais quelque part, c'est la même chose. Cet être à l'intérieur a besoin de mon attention. Toutes les voies spirituelles insistent sur ce besoin de vigilance, c'est-à-dire d'attention, c'est-à-dire de conscience, pour pouvoir croître intérieurement. Dans l'Évangile, dans tous les textes bibliques, il nous est dit « veillez et priez ». Veillez d'abord et priez ensuite. C'est intéressant. Comme si le besoin de vigilance, veiller, c'est pas s'empêcher de dormir le soir pour réciter des prières. C'est une manière très extérieure de voir. Veiller, c'est une vigilance intérieure. Toutes les voies authentiques nous parlent uniquement de l'attention. Bouddha fondait son enseignement sur le cœur du bouddhisme, c'est les 4 établissements de l'attention. Comment je peux établir mon attention? Dans le judaïsme, par exemple, tout est extrêmement ritualisé. Pourquoi? À la base, c'est pour faire les choses du quotidien avec attention, porter de l'attention sur ce que je fais. La cérémonie du thé au Japon, l'art du tir à l'arc, extrêmement codifié, la cérémonie du thé, pour que chaque geste soit fait dans la présence, dans l'attention. Quelque part, il y a un lien d'identité quasiment entre attention, conscience, présence, même si la présence est plus incarnée, que la conscience peut être simplement ici. Dans la voie du gardien, nous travaillons sur les 3 aspects, la conscience, l'être et la volonté et la présence. La présence, quelque part, c'est la conscience incarnée dans le corps, à tous les étages. Alors que la conscience simple, elle peut se cantonner à cette sphère. Ça n'est pas forcément l'objectif. Donc, quelque part, cette essence a besoin de mon attention. C'est la seule nourriture dont elle a besoin. On pourrait dire on dit qu'il y a 2 monnaies, d'ailleurs, spirituelles. L'attention et la persévérance, ou la patience. Mais dans les 2 cas, c'est la même chose. L'attention, constamment renouvelée, parce que mon attention a toujours tendance à se perdre dans l'identification, à se disperser. Donc j'ai besoin de constamment
ramener l'attention à l'intérieur. Et la patience, pourquoi? Parce que je dois répéter encore et encore et encore ce geste de conversion. La vraie conversion, c'est le retournement de l'attention pour cesser cette identification à toutes les formes à l'extérieur, que ce soit dans le monde extérieur ou dans le monde de la personnalité qui est extérieur à ma nature réelle. C'est l'extérieur. Pour mon essence, la personnalité est à l'extérieur. Donc si je crois ramener l'attention vers l'intérieur et que je m'identifie aux phénomènes internes, aux émotions, aux sensations, aux pensées, je suis encore identifié à un phénomène extérieur. Je me prends encore pour un phénomène. Parce que je peux le percevoir. Je peux en avoir conscience. Ça ne peut pas être moi. L'attention est plus proche de ce que je suis en réalité. Ça paraît peut-être particulier, ça paraît bizarre de dire que l'attention est plus proche de ce que je suis que les phénomènes que je peux observer en moi et que je crois être moi, mes qualités, mes défauts, mes croyances, mes émotions auxquelles je suis tellement attaché, ma santé à laquelle je suis vraiment attaché, mon corps que j'ai envie de préserver. Quand je commence à vieillir et que certaines incapacités commencent à apparaître, certaines douleurs, ça peut générer une tension parce que qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que l'apogée a été atteint et que je vais commencer la décrépitude, le vieillissement. Et que qu'est-ce qui m'attend à la fin? C'est la mort. Donc c'est une occasion énorme de pouvoir profiter de cette perte sur le niveau extérieur, sur le niveau corporel, physique, pour faire grandir quelque chose qui peut transcender le corps et qui peut transcender la naissance et la mort. Mais le piège, je le dis, est très grand de délaisser le monde extérieur, de délaisser mes responsabilités et de délaisser ma personnalité. La quatrième voie se pratique dans le monde, grâce à la personnalité. On s'appuie sur la personnalité. On ne cherche pas à développer la personnalité. On cherche à utiliser la personnalité comme outil, comme terreau, pour développer, déployer cette essence à l'intérieur. Déjà, retrouver le contact avec cette essence. Que ma conscience puisse s'extraire de tous les phénomènes, toutes les formes auxquelles elle est identifiée, qu'elle prend pour moi, pour ce que je vis, pour ce que je ressens, et pouvoir s'extraire de ça pour pouvoir simplement retrouver ce contact avec ce que je suis dans la profondeur. Ce qui est plus intime à moi-même que moi-même. Donc, effectivement, m'extraire, mais non pas délaisser la personnalité. Je dois quelque part harmoniser au maximum la personnalité, passer de l'homme numéro 1, 2, 3 à l'homme numéro 4. L'homme numéro 4, c'est la croix équilibrée. J'ai équilibré les 4 éléments en moi. Alors la rose peut fleurir au centre. La rose, c'est l'essence, c'est le maître intérieur. Le symbole de la rose-croix, quelque part, le plus intéressant dans la rose-croix, c'est ce que nous dit le symbole. Équilibrer le moi, équilibrer tous les éléments en moi pour que quelque chose puisse fleurir. L'homme numéro 5, c'est celui qui a équilibré les 4 éléments et chez qui le 5e élément peut apparaître, l'éther, qui est en lien direct avec ma conscience. Mais si je passe de l'homme numéro 1, 2, 3 à l'homme ou la femme numéro 5 sans passer par le numéro 4, nous dit M. Gurdjieff, je cours de graves périls. Je vais être récupéré. Je vais nourrir une illusion, une chimère. Comme disait M. Prajnanpad, je ne peux pas passer de l'anormal au supranormal sans passer par le normal. Donc, si lors de cette quête intérieure, je vis des choses très difficiles sur le plan de la personnalité, je peux me faire aider d'un travail psychothérapeutique, d'un thérapeute, d'un bon thérapeute, pour m'aider à passer des caps et à pouvoir digérer ces blessures qui sont réactivées en moi et qui sont autant de boulets qui vont m'empêcher d'accéder à un état de conscience libéré et m'y maintenir. Ils vont constamment, comme un élastique que je vais tendre, je vais pouvoir expérimenter des choses sur le plan intérieur, des moments de conscience, des moments de présence qui sont au-delà des phénomènes que je vais vivre. Des ouvertures de chakras, des éveils de Kundalini, ce sont des phénomènes et je peux être piégé dans ces phénomènes. Ils sont nécessaires sur le chemin, mais ils sont vraiment secondaires. C'est le déploiement de ma conscience, de ma vraie nature, qui est essentiel, qui est vital. Le reste est secondaire et peut représenter un piège.
à cause de l'intensité de ce que je vis dans ce genre de phénomène. Je peux être tenté de rechercher cette forme d'intensité alors que ça n'est pas le but. Ça peut me faire passer à côté du but. Quelque part, le but, c'est l'attention et le moyen, c'est l'attention. Donc, plus je vais pratiquer cette attention au quotidien, plus cette attention va s'affiner, plus elle va se développer et plus elle va englober des aspects en moi que je ne soupçonnais pas, que je ne pensais pas porter. Et à côté de ce travail d'attention, l'œuvre noire, de pouvoir digérer et récupérer l'énergie brute derrière les émotions. Je vous renvoie à la vidéo Se libérer des émotions, qui en réalité aurait dû s'appeler Se libérer de la souffrance, parce que c'est un point important, la souffrance, en réalité, elle n'existe pas, elle n'est qu'une construction de mon esprit. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, au sens où je souffre habituellement. Je suis venu ici pour vivre des épreuves et pour grandir à travers ces épreuves. Je peux expérimenter la douleur, mais le mental, avec ses filtres, vient rajouter quelque chose qui est bien plus pernicieux et qui me colle à la peau, la souffrance. Je ne me rends pas compte à quel point je suis attaché à cette souffrance, puisque c'est moi qui la crée. C'est moi qui génère la souffrance par l'identification à ce que je vis et par le refus de me laisser simplement traverser. Donc je saisis ces éléments dans ma conscience, et par cette saisie intérieure, je déclenche la souffrance. Donc j'ai besoin non pas de nier la souffrance, de composer avec, mais de l'utiliser pour pouvoir nourrir mon attention, ramener l'attention sur ces éléments souffrants en moi, les autoriser, les contacter, les éprouver pleinement pour permettre ce processus de transmutation. Je peux très bien réprimer mes émotions, transformer des émotions. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ce phénomène d'une émotion qui vient cacher une autre émotion. On a tous une émotion assez tolérable et une émotion intolérable pour ma conscience. Et j'ai tendance à faire grandir, de manière parfois dramatique, certaines émotions pour mieux cacher une émotion intolérable. Et si je vais visiter ces émotions, par mon attention, je vais spontanément rentrer au contact de ces émotions qui sont très inconfortables pour ma conscience. Souvent, j'ai besoin d'être accompagné pour faire ce travail. Seul, je ne vais pas m'y risquer, parce que ce sont des zones rouges. Ma conscience a comme une interdiction formelle d'y aller. Donc j'ai besoin d'un soutien à l'extérieur. C'est pourquoi, dans un premier temps, un travail thérapeutique sur les éléments les plus difficiles, les plus souffrants de ma personnalité est nécessaire, par différents biais. C'est mieux si c'est accompagné par quelqu'un qui a une visée essentielle, qui a compris derrière que on ne cherche pas à guérir des émotions, on cherche à utiliser cette énergie émotionnelle pour nourrir la conscience. Ça, c'est l'idéal. Mais à défaut, il est nécessaire de subvenir aux besoins du moi. Le moi a besoin de reconnaissance, d'estime. C'est intéressant parce que l'ego ne crée rien. Tout ce qui existe dans ma personnalité ne sont que des éléments qui existent dans mon essence, qui sont projetés et qui se projettent dans le monde de la dualité. Donc on passe du monde de l'unité au monde de la dualité, du monde de la paix à un monde où je cherche la paix mais je trouve l'opposé, le monde de l'unité où je vis la joie dans un monde de la dualité où je vais vivre la joie mais aussi la souffrance, des états de ma conscience comme les remords de conscience qui vont dans la personnalité se transformer en culpabilité. Le remords de conscience, comme le nom l'indique, c'est dans ma conscience. La culpabilité, c'est au niveau du moi, on pourrait même dire du surmoi. La valeur que j'éprouve par le simple fait d'être, une valeur qui est un attribut de mon être, se projette dans la personnalité par l'estime de soi et le manque d'estime de soi. Valorisation, dévalorisation. Donc le moi a besoin d'une estime parce qu'il n'a pas contact, parce que je n'ai pas contact avec ma valeur, ce qu'on appelle la perle essentielle sur l'énéagramme de l'approche diamant, la perception directe de ma valeur en tant qu'être, que je n'ai pas à mériter par ce que je suis, par ce que je fais, par ce que je dis, par ce que je réussis, etc. Juste parce que c'est un aspect de mon être, ça fait partie de ma nature. Je n'ai aucun besoin d'avoir des éléments à l'extérieur qui viennent me conforter, et aucun élément à l'extérieur ne peut venir me faire perdre cette valeur. Je peux l'oublier, je perds le contact, mais elle est toujours là.
Et donc, j'ai besoin de retrouver cette valeur à l'extérieur dans l'estime de moi. Donc, ce sont quelque part, à un moment donné, les besoins du moi sont contradictoires et opposés avec les besoins de l'essence. Puisque si je continue constamment à rechercher cette estime de moi à travers mes réussites, mes réalisations, le regard des autres, le fait de me sentir aimé par les autres, je vais m'empêcher de contacter cette valeur qui n'a pas besoin du regard des autres, qui n'a pas besoin d'une réussite pour se sentir exister. Parce que elle est, c'est sa nature. Donc, dans un premier temps, il est nécessaire de combler quelque part les besoins les plus prioritaires du moi, en tout cas d'aller travailler sur ses blessures, sur ses zones d'ombre, sur ses problématiques, pour permettre de passer à un niveau supérieur. Sinon, je vais rester constamment bloqué dans mes traumatismes ou rentrer dans une quête spirituelle comme une compensation de ces blessures. Je crois être dans une quête spirituelle, mais je nourris toujours le moi, un moi qui s'habille de spiritualité. Ça, c'est le piège le plus subtil. En réalité, j'ai besoin de passer par tout ce dont j'ai le plus peur pour me dépouiller de ce qui, au final, revient à une forme d'orgueil. L'orgueil existe parce que j'ai perdu contact avec ma véritable nature et que j'ai besoin de sentir que j'ai une identité, que je vaux quelque chose, que je suis bien, que je suis mieux que les autres, de la manière qui correspond à mon type, en fait. Certains, c'est par la réussite, d'autres, c'est parce que j'arrive à vivre en harmonie avec les autres, l'autre, c'est parce que je me sens fort, plus fort que les autres, l'autre, c'est parce que je suis plus original, je me sens unique. Chaque type a un orgueil que j'ai besoin d'aller déraciner si je ne veux pas nourrir constamment l'identification à un moi, même s'il se part de mon spiritualité. Et à un moment donné, donc, ces besoins deviennent contradictoires. C'est la personne qui nous accompagne, de sentir quand le basculement doit s'opérer et que ce travail d'œuvre noire, et ça a été suffisamment mis en œuvre pour passer à quelque chose où l'essentiel n'est pas de travailler sur son émotion, ses mémoires, son histoire, la transmission générationnelle. Tout ça appartient au film, tout ça appartient à l'histoire, tout ça appartient au moi. Mais de travailler sur ce que j'appelle pour moi l'œuvre blanc, ce que moi je mets derrière cette notion, je n'ai rien inventé, c'est ce travail de conscience, ce travail d'attention, qui vient quelque part nous libérer du moi et de toutes ces identifications. Si je pouvais, à partir d'aujourd'hui, toucher une attention juste, pleine, et la faire durer dans le temps, je serais libéré du moi et de toute son histoire et de toutes ses problématiques. Ce moi n'aurait plus aucune prise sur moi, sur ma conscience. Le problème, c'est que je n'arrive pas à maintenir cette attention parce que je ne l'ai pas suffisamment travaillé. Donc, le travail prioritaire, c'est le travail d'attention. Comment je peux utiliser chaque moment de la vie, chaque conflit, chaque difficulté, chaque instant, la vaisselle, la douche, j'ouvre une porte, je conduis, j'allume ma voiture, pour simplement retourner l'attention, arrêter d'être focalisé sur le monde extérieur, qu'il soit extérieur ou interne, les objets internes. Les objets internes, c'est le monde extérieur pour mon essence, pour ma conscience, pour la conscience, et retourner cette attention simplement vers moi, vers ce qui est évident, ce qui est juste là, ici et maintenant. Cette conscience d'être, le sentiment d'être, cette sensation d'être. Ramener l'attention simplement vers ça, c'est la clé de la transformation. Le reste est secondaire. J'ai besoin de le travailler parce que sinon, je suis englué dedans. Mais si j'avais cette capacité d'attention fine et fluide et permanente, ça ne me concernerait plus. C'est pourquoi le besoin le plus important sur le plan de l'être, c'est cette attention, c'est l'attention. Mais encore faut-il savoir de quelle manière utiliser cette attention. Tout ça, je le développerai dans la série C. Il existe 4 grands modalités de l'attention. L'attention dispersée. Je suis là, mais en fait, mon attention est partie dans mes vagabondages et je suis complètement absent. Complètement. Niveau de conscience, 0. L'attention captivée.
Je regarde un écran, je regarde la télévision, je suis sur mon téléphone, ou j'écoute quelqu'un qui parle et je suis complètement identifié à ses paroles. Mon attention est captivée. Donc dans captivé, il y a captif, captive, un niveau de conscience très légèrement supérieur. Je ne suis pas complètement absent, je suis présent à quelque chose, mais complètement absorbé. Et puis, un troisième niveau qu'on appelle la concentration. Donc là, je fais un effort, j'écoute une vidéo qui est compliquée, je lis un livre qui est compliqué, alors que dans un roman, je suis absorbé, mais dans un livre qui me parle de concepts plus abstraits ou plus difficiles, j'ai besoin de faire un effort, ou alors je pense à un problème que j'essaie de résoudre. Là, mon attention, elle est concentrée. C'est un niveau de conscience supérieur. Et puis, il existe un quatrième état de l'attention que je développerai dans la série C, qu'on appelle le rappel de soi. C'est une forme d'attention qui n'est ni dispersée, ni captivée, ni même concentrée, mais qui nécessite une plus grande fluidité. Dans la concentration, je suis focalisé. Là, mon attention doit être à la fois dirigée et à la fois ouverte. On pourrait dire yin et yang, active et passive. Dirigée et totalement réceptive, totalement ouverte. Masculin, féminin. Là, je peux toucher une forme de présence et plus je travaille cette attention fluide, plus je vais nourrir cette présence. Présence à moi-même et au monde en même temps. En général, l'attention est unilatérale, soit vers moi, vers l'intérieur, dans la méditation par exemple, soit vers l'extérieur. J'ai besoin de réunir ces deux aspects, ces deux mondes, le monde intérieur et le monde extérieur. Sinon, ce n'est pas une présence. Quand on parle de pleine conscience, par exemple, je suis attentif à ce que je fais. Ce n'est pas le rappel de soi. C'est une bonne préparation, mais ça n'est pas le rappel de soi. Ça va au-delà de simplement être attentif à ce que je fais. Et ça, c'est la nourriture de mon âme. Ensuite, j'ai besoin de discerner quels sont les besoins du moi qui sont nécessaires pour m'appuyer dessus pour une croissance et quels sont ceux qui sont superflus et qui risquent de m'identifier. Quelqu'un qui est 4 et qui vit dans une intensité émotionnelle, elle peut avoir tendance à rester identifiée à ses émotions, à ses drames intérieurs et à se dire c'est mes besoins, c'est les besoins de mon moi et j'ai besoin de les nourrir, sinon je risque de renier. Oui, mais jusqu'à un certain niveau. Parce que ma conscience a une tendance à s'identifier à ses émotions et à rester prisonnière. Donc j'ai besoin, à un moment donné, d'être capable de m'extraire de ce drame intérieur, de ce drame émotionnel, pour contacter quelque chose de plus profond. D'ailleurs, souvent, le type 4 est un prototype de ces personnes qui vivent une intensité émotionnelle pour mieux cacher les émotions sous-jacentes qu'ils ne veulent pas rencontrer. Donc j'ai besoin d'entrer dans une autre forme de relation avec mes émotions qui n'est pas une identification, qui n'est pas une complaisance, qui n'est pas un refus, qui est un autre espace, un accueil inconditionnel non identifié, une autorisation sans complaisance, sans identification et sans répression. Quelque part, je peux faire d'une pierre deux coups, utiliser les problématiques du moi pour faire ce travail d'observation de moi au quotidien, mes sensations, mes émotions, toutes ces blessures, mais par un travail d'attention fine, auquel cas je nourris les deux aspects en moi. En fait, je ne nourris pas les deux aspects, j'utilise des aspects du moi que je prends en compte pour pouvoir les transformer et en faire une forme de nourriture pour ma conscience. Parce qu'à chaque fois que je vais prendre cette habitude de diriger l'attention sur ces phénomènes en conscience, sans m'identifier, je vais nourrir cette capacité de m'extraire des phénomènes. Et au final, ce dont je m'extrais, c'est la souffrance. Le Bouddha proposait l'extinction de la souffrance, la fin de la souffrance. La souffrance est le fruit de l'identification. L'identification entraîne un jugement. C'est la chute, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça c'est bien, ça c'est mal. Ça je veux, ça je ne veux pas. Ça je désire, ça je refuse. Ça c'est agréable, ça c'est désagréable. Je tombe dans la dualité. La conscience n'est pas dans la dualité. Elle ne nie pas la dualité, mais elle peut l'intégrer. Et à partir du moment où je suis dans cette dualité, ça je veux, ça je ne veux pas, la souffrance, elle est automatique. Même quand j'obtiens ce que je veux, quelque part, j'ai peur de le perdre. Je sais que ça ne va pas durer. Et ça ne va pas durer puisque nous sommes dans le monde de l'impermanence. Quelque chose est pourtant permanent. Lorsque je souffre, lorsque je suis bien, j'ai conscience que je souffre. J'ai conscience que je suis bien. Il y a quelque chose qui est permanent dans ce mouvement, qui est complètement impermanent, mais quelque chose
à quoi je ne fais pas attention, quelque chose que je ne remarque même pas, qui est pourtant là tout le temps, même quand moi je ne suis pas là, qui me tend la main en fait. Et plus je vais travailler cette attention fluide, plus je vais me rapprocher de cette conscience qui est en arrière-plan. Toujours en arrière-plan. Même quand moi je suis crispé, même quand ma conscience habituelle est crispée, enfermée dans une souffrance, dans une émotion très difficile, dans une épreuve, cette présence, elle est là constamment. Sinon, je ne pourrais pas être conscient que je souffre. Donc j'ai besoin que ma conscience bascule des phénomènes dans lesquels elle est enfermée et qu'il entre. Mon esprit est créateur. Je peux créer une souffrance atroce. Juste parce que je crois que je suis enfermé dans une douleur et que je n'arrive pas à m'en libérer. C'est comme si je tenais une braise chaude. La braise, elle me chauffe. Elle chauffe ma main. Et puis, de temps en temps, elle commence à chauffer un peu plus. Elle me brûle. Mais je suis tellement attaché à cette braise que je n'ai pas envie de la lâcher. Il y a un réflexe en moi qui ne veut pas la lâcher. Et quelque part, quand cette braise elle se met à chauffer de plus en plus et à me brûler de plus en plus, je souffre de plus en plus et en même temps, c'est une porte de sortie. Peut-être qu'à force de souffrir, je vais finir par réflexe, lâcher la braise. Eh bien, ma conscience qui est enfermée dans la personnalité qui souffre, qui vit des drames émotionnels, quelque part, lorsque ces drames s'intensifient, c'est quitte ou double, soit ça nourrit encore plus ma personnalité, mon sens de l'identité, le sens du moi, ou alors, par moment, la conscience peut, par réflexe, s'extraire, être obligée de s'extraire de la situation parce que la souffrance devient intolérable. La seule chose qui fait que je reste dans cette souffrance, c'est que quelque part en moi, quelque chose a envie d'y rester. Parce que malgré le fait que je souffre, je tire une identité de cette identification. Pourquoi j'ai besoin d'une identité dans cette souffrance? Parce que j'ai perdu le contact avec ma véritable identité. Mais tant que je suis attaché à cette fausse identité, je ne peux pas retrouver le contact avec mon identité réelle, avec mon essence. C'est tout le problème. Je ne fais que nourrir une compulsion qui m'oblige à rester identifié, à garder la main autour de la braise, même si elle me fait mal. Jusqu'au jour où elle me fait trop mal et que je lâche. Et là, je réalise que c'est moi qui tenais la braise. Donc c'est à chacun de choisir. Développement personnel, c'est-à-dire harmoniser ce moi comme une fin en soi pour mieux fonctionner dans le monde extérieur, pouvoir apaiser mes émotions, pouvoir expérimenter une forme de bien-être, ou développement essentiel, utiliser la personnalité que j'ai besoin d'harmoniser quand même, pour pouvoir revenir, utiliser cette personnalité comme support pour pouvoir revenir vers l'essence, mais par la conscience. J'ai déjà expliqué que la friction entre l'essence et la personnalité, c'est la loi 3, génère une friction qui permet de faire émerger la conscience. Si mon essence est éveillée, si ma nature réelle est active et que ma personnalité est passive, qu'elle est un outil au service de l'essence. La personnalité est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Et le problème, c'est que l'essence, je l'ai endormie, elle est devenue passive, c'est la princesse des contes de fées qui s'endort d'un sommeil éternel si je ne viens pas la réveiller, et la personnalité est devenue le maître, elle est devenue active. Donc ce n'est pas une conscience qui peut émerger, ce n'est pas la conscience de soi qui émerge, c'est un ego, c'est une fausse conscience de soi. Il y a une forme d'inversion, comme il y a une inversion des polarités entre mon essence et ma personnalité, entre ma vraie nature et la construction mentale dont cette essence a besoin pour interagir avec le monde extérieur et faire ce qu'elle a à y faire, qui devait générer la conscience. Comme il y a une inversion des polarités, il y a une inversion de la conscience. Au lieu d'être une conscience vaste, fluide et non identifiée, c'est une conscience identifiée, rétractée et figée, fixée dans un ego. Tout le travail consiste à rendre l'essence active, pouvoir la réveiller de sa torpeur, de son sommeil, pour que la personnalité spontanément se réharmonise et se mette au service de l'essence. En termes religieux, c'est servir à la volonté de Dieu. En fait, c'est la personnalité qui, lorsque l'essence reprend sa place, est obligée de reprendre sa place et de se retourner vers l'intérieur et de recevoir la guidance, non plus des schémas compulsifs de l'ego ou de l'extérieur, mais depuis l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la guidance.
Ma personnalité est réharmonisée spontanément par le réveil de l'essence et elle se met naturellement au service de l'essence. Naturellement, ça n'est pas si facile parce que j'ai pris des habitudes de fonctionnement, des compulsions. Et l'ego ne se laisse pas détrôner aussi facilement. Il utilise tous les subterfuges qui sont en son pouvoir. Et plus on avance et plus ces subterfuges sont subtils. Donc voilà, à chacun de choisir quelle part de lui ou d'elle nous voulons nourrir. Est-ce que je veux nourrir mon être? Est-ce que je veux nourrir le moi? C'est légitime. Si je dis non, moi ça ne m'intéresse pas, moi je suis très bien comme ça, j'ai envie de réussir ma vie, j'ai envie de chercher un épanouissement émotionnel, c'est au niveau du moi, c'est au niveau de la personnalité. Soit c'est à chacun de décider en conscience. Donc là, je peux utiliser l'énéagramme, par exemple, pour mieux fonctionner en société, pour chercher des relations harmonieuses avec mes collègues, avec mon travail, avec ma famille, avec mes parents, avec mes enfants, etc. Ou alors, je me dis non, ça c'est peut-être important, j'ai besoin, mais quelque part, j'aspire à autre chose. Il y a quelque chose qui manque dans cette dimension, même si j'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai pu voir une croissance émotionnelle. J'ai pu travailler sur mes émotions, sur mes blessures et je me sens mieux. Mais je sens qu'il manque une dimension à mon existence. J'existe, mais je ne suis pas. Quelque part, qu'est-ce qui différencie un travail personnel d'un travail spirituel? La clé, c'est l'attention. Est-ce que je travaille l'attention au quotidien ou est-ce que simplement je travaille sur une digestion de mes émotions, sur une harmonisation de mes relations, etc. C'est ça la différence. La nourriture de l'âme, c'est l'attention. Le reste, c'est la nourriture du moi. Elle est légitime jusqu'à un certain stade. En tout cas, si j'aspire à autre chose, si j'aspire à simplement à un développement personnel, elle est légitime en tant que telle. Si j'aspire à une évolution intérieure, à une reconnexion avec ma vraie nature, avec mon essence, alors ces besoins sont légitimes jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, je dois m'extraire de ça pour regagner un autre espace en moi. Être ou ne pas être, telle est la question. Très bonne fin de journée.